Henri Bellet pensait avoir tout vu, jusqu'à ce qu'une petite fille de 6 ans, vêtue d'un pull rouge, entre dans son bureau vitré, lui tende un CV écrit à la main et lui dise « J'ai besoin d'un travail ». La matinée de Henri Bellet commença comme la plupart des siennes, tôt, efficace, et structurée à la minute près. Sa berline de luxe entra dans le garage souterrain de la tour de verre et d'acier qu'il possédait, et à 8 heures, il était déjà dans son bureau au dernier étage, en train d'examiner les projections trimestrielles. Son costume était impeccable, sa cravate sans défaut, et son espresso intact alors qu'il parcourait ses emails avec l'intensité d'un homme qui avait depuis longtemps cessé de remarquer combien de pouvoir il détenait. Son emploi du temps était chargé de réunions, appels et présentations, et il n'avait aucune intention de s'en écarter. Du moins, jusqu'à ce que son assistante, visiblement pâle et hésitante, frappe et ouvre la porte sans attendre de réponse. « Monsieur, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » « C'est une petite fille, » dit-elle maladroitement, tenant un petit morceau de papier dans ses mains comme si elle ne savait pas si elle devait rire ou paniquer. Henri leva les yeux, perplexe. « Une enfant » répéta-t-il d'une voix plate, s'attendant à un malentendu quelconque. Avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, la porte du bureau s'ouvrit plus largement, et la visite la plus inattendue de sa carrière entra. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Ses cheveux châtain clair étaient légèrement emmêlés, ses yeux bruns grands et calmes. Elle portait un pull rouge, une jupe en dénime, et des baskets usées. Un petit sac à dos usé reposait sur ses épaules, et dans ses mains, elle tenait un seul morceau de papier. Sans attendre que quelqu'un parle, elle s'avança vers son bureau, se mit sur la pointe des pieds pour l'atteindre, et y posa le papier. Puis elle leva les yeux et dit aussi clairement et directement que si cela était la chose la plus normale au monde, « J'ai besoin d'un travail ». Henri ne répondit pas immédiatement. Il ne savait même pas comment réagir. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. Lentement, il prit le papier. C'était une tentative d'un CV d'enfant. Écrit en grandes lettres irrégulières, il disait « Je sais nettoyer. Je suis calme. Je ne pleure pas devant les gens. Je peux aider. Je peux apprendre. » Il y avait des étoiles dessinées dans les coins et un petit cœur tremblant à côté de la ligne qui disait « S'il vous plaît ». Il posa le papier, la regarda à nouveau et s'agenouilla à côté de son fauteuil. Sa voix se radoucit lorsqu'il demanda « Pourquoi es-tu ici, ma chérie ? Tu es une petite fille. Tu n'as pas besoin d'un travail. » Elle le regarda, sans cligner des yeux, et répondit avec un calme bien au-delà de son âge. « Ma maman est en train de mourir, » dit-elle. Pas de larmes, pas de drame, juste la vérité. L'air dans la pièce changea. Henri, un homme qui avait construit des empires et éliminé des concurrents sans sourciller, sentit sa gorge se serrer. Elle l'avait dit comme si elle l'avait déjà dit des milliers de fois, comme si elle l'avait accepté, mais refusait de s'y soumettre. Ses petites mains étaient serrées en poing à ses côtés, et sa voix ne tremblait pas. « Je dois l'aider » ajouta-t-elle. « Nous n'avons pas d'argent. Si je travaille, peut-être qu'elle pourra rester en vie. » Un instant, Henri Bellet, l'homme qui pensait avoir tout vu, ne put plus respirer. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un était entré dans son bureau et lui avait rappelé ce que ça signifiait se sentir impuissant. Et pourtant, cette petite fille n'était pas impuissante. Elle était venue toute seule. Elle avait une mission. Et elle était venue tout droit au sommet. Il se leva lentement, le papier toujours dans la main, et demanda « Quel est ton prénom ?» La petite répondit sans hésiter. « Emma. Emma Miller. » C'était le moment où son monde commença à changer. Il ne le savait pas encore, mais rien dans sa vie, dans son entreprise, dans ses valeurs, dans sa définition de la force ne serait plus jamais pareil. Henri se tenait au centre de son bureau, tenant le CV écrit à la main d'Emma, son esprit tournant avec des questions et 1000 pensées contradictoires. La petite se tenait là en silence, attendant, ses yeux fixés, son petit corps complètement immobile. Il n'y avait aucune trace de peur ou de confusion dans sa posture, seulement de la détermination. Henri avait reçu des propositions d'idées à plusieurs millions de dollars de la part de leaders de l'industrie qui ne contrôlaient pas la pièce comme l'avait fait cette petite fille de 6 ans. Il s'assit lentement dans son fauteuil, lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. Elle grimpa dans le fauteuil en cuir surdimensionné avec effort, ses pieds ne touchant pas le sol, et plia les mains sur ses genoux. Il toussa et se pencha en avant, gardant un ton calme. « Emma, sais-tu où tu es ?» Elle hocha la tête sans hésiter. « Vous êtes Monsieur Bellet. Vous avez beaucoup d'argent.
Ma maman a dit que les gens avec de l'argent sont ceux qui peuvent t'aider quand personne d'autre ne le peut. Sa réponse était tellement simple qu'il resta un moment sans voix. Henri jeta un coup d'œil à son assistante, toujours figée dans l'embrasure de la porte, et lui fit signe de leur laisser de l'intimité. La porte se referma avec un léger clic, et le bureau tomba dans un silence brisé seulement par le bruit du trafic au loin. Henri se pencha à nouveau, cette fois plus doucement. « Peux-tu me dire ce qui est arrivé à ta maman ?» Emma hocha la tête. « Elle est malade. Elle ne me dit pas tout, mais je sais que c'est son corps. Elle était forte avant. Maintenant, elle ne peut plus travailler. Et l'hôpital a dit que ça coûtait trop cher. » Sa voix était claire, comme si elle avait répété ces mots des centaines de fois. « On a dû quitter notre appartement. Maintenant, on reste dans une pièce et elle dort presque tout le temps. Parfois, je fais des céréales pour le dîner. » Il sentit quelque chose de dur se contracter dans sa poitrine. Lui-même avait grandi dans la pauvreté, mais pas comme ça. Il n'avait jamais eu 6 ans et frappé à la porte d'un PDG en demandant un emploi. « Elle sait que tu es venu ici ?» demanda-t-il doucement. « Non » répondit Emma. Elle aurait dit non. « Mais j'ai trouvé ton nom dans un journal. Je connais ton bâtiment parce qu'il est grand et brillant, et les gens disent que tu résous les problèmes vite. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être résoudre celui-ci. » Henri prit une longue inspiration et se leva pour aller vers la fenêtre. La ville s'étendait sous lui, vaste et indifférente, et il réalisa combien de gens y circulaient chaque jour, silencieusement blessés, invisibles. Il se tourna de nouveau vers la petite fille qui balançait légèrement ses jambes, son regard posé sur la bibliothèque derrière son bureau. « Tu es très courageuse, Emma, dit-il. La plupart des adultes n'auraient pas eu le courage de faire ce que tu viens de faire. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas courageux. C'est juste ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. » Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne pouvait le savoir. Le passé de Henri surgit dans son esprit, des souvenirs de moments où il avait abandonné des gens qu'il aimait, poursuivant le statut, le contrôle, l'ordre. Et voilà cet enfant, debout dans les décombres de sa vie, choisissant encore l'amour avant la peur. Il s'agenouilla à nouveau, à sa hauteur. « D'accord, » dit-il doucement. « Allons voir ta maman. » Elle cligna des yeux. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Je ne promets rien, mais je veux la rencontrer et je veux aider si je peux. » Elle glissa hors du fauteuil et ajusta les bretelles de son sac à dos. « Elle est à la clinique, merci, » dit Emma, sa voix soudainement pleine d'espoir. Chambre 12. Elle dort beaucoup, mais je pense qu'elle aimerait vous voir. Henri sourit pour la première fois de la journée. Alors allons-y, et sur ces mots, il prit une grande inspiration, attrapa son manteau et sortit de son bureau. Pas pour une réunion du conseil ou un déjeuner d'affaires, mais main dans la main avec une petite fille de 6 ans qui venait de réécrire la règle la plus importante de sa vie. Certaines choses ne peuvent pas attendre. Le trajet jusqu'à la clinique Merci sembla plus long qu'il ne l'était, non pas à cause du trafic ou de la distance, mais à cause du poids de ce qu'Henri allait affronter. Il avait passé sa vie entouré de décisions mesurées en marge bénéficiaire et en graphique de performance. Mais maintenant, il suivait une petite fille de 6 ans pour rencontrer une femme qu'il n'avait jamais vue. Guidé non par une stratégie, mais par quelque chose de plus profond. Une douleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Emma était assise à l'arrière de la voiture de société, ses jambes balançant sous elle, son sac à dos serré dans ses bras. Elle ne parlait pas beaucoup, ne donnant que des directions quand on le lui demandait, et passait la plupart du trajet à regarder par la fenêtre avec une concentration tranquille que Henri trouvait à la fois déchirante et humiliante. Lorsqu'ils arrivèrent devant la clinique modeste, il n'y avait rien de remarquable, juste un bâtiment gris avec une enseigne fanée et des fenêtres trop petites pour laisser entrer la lumière du soleil. Mais pour Emma, c'était clairement tout. Elle sauta rapidement, puis attendit près de la porte jusqu'à ce qu'Henri la rejoigne. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall, l'infirmière à l'accueil leva les yeux, surprise. Henri était toujours vêtu de son manteau sur mesure et de ses chaussures coûteuses, une présence qui attirait l'attention. Mais c'est Emma qui s'avança et parla la première. « Chambre 12, s'il vous plaît, » dit-elle. « C'est ma maman. » L'infirmière hésita, puis hocha la tête, pointant du doigt le couloir. Henri suivit Emma à travers des sols de carrelage usés et de la peinture écaillée, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, Emma s'arrêta, sa petite main sur la poignée. « Elle est vraiment fatiguée, » avertit-elle. « Parfois, elle ne se réveille pas quand je lui parle. » Henri hocha doucement la tête,
et Emma poussa la porte. À l'intérieur, la pièce était sombre et silencieuse. Une femme était allongée dans le lit d'hôpital, pâle et mince, avec 4 lignes traçant ses bras et un moniteur cardiaque émettant un bip régulier. Son visage était délicat, marqué par l'épuisement, mais paisible dans son immobilité. Emma se dirigea directement vers elle, posa son sac à dos sur la chaise et prit la main de sa mère. « Maman, j'ai amené quelqu'un, » murmura-t-elle. « C'est l'homme dont je t'ai parlé. » Henri se tenait au pied du lit, incertain de la façon de réagir, incertain de ce qu'il devait dire. Cette femme, Sarah Miller, avait clairement traversé plus que ce que la plupart des gens pouvaient supporter. Sa peau était presque translucide, sa poitrine se soulevant lentement comme si chaque respiration lui coûtait un effort. Il y avait une force en elle, même pendant son sommeil, quelque chose de tacite qui flottait dans la pièce. Il s'avança et déposa doucement le CV de l'enfant sur la table de chevet. « Je ne sais pas si tu m'entends, » dit-il doucement, « mais j'ai rencontré ta fille aujourd'hui. Et je ne pense pas que je serai jamais le même. » Emma s'assit sur la chaise à côté de sa mère et regarda Henri. Elle travaillait beaucoup. C'était infirmière. Elle aidait les gens. Mais quand elle est tombée malade, personne ne l'a aidée. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Henri s'agenouilla près du lit, une main posée sur le bord de la couverture. Tu as bien fait, dit-il, sa voix calme mais ferme. Et je vais l'aider maintenant. L'infirmière entra quelques minutes plus tard pour vérifier les signes vitaux. Elle jeta un coup d'œil à Henri, puis à Emma, et sembla deviner que ce n'était pas une visite ordinaire. Elle murmura que Sarah était stable depuis quelques jours, mais qu'elle aurait besoin d'un traitement avancé. Un traitement que la clinique ne pouvait plus se permettre de continuer. Henri écouta attentivement, posa des questions précises, et lorsque l'infirmière partit, il sortit pour passer 2 appels. Le premier à son médecin personnel, demandant une évaluation complète des dossiers de Sarah Miller et un transfert immédiat vers une structure privée. Le second à son équipe juridique, demandant un arrangement financier discret pour couvrir tout ce qui allait suivre, quel qu'en soit le coût. Lorsqu'il revint dans la chambre, Emma reposait sa tête près de la main de sa mère. Ses yeux clignotaient de fatigue, mais elle leva les yeux lorsqu'il s'assit à côté d'elle. « Tu vas vraiment l'aider » demanda-t-elle. Henri prit sa petite main et la serra doucement. « Oui, Emma, je te le promets. » Il ne comprenait pas complètement ce qui s'était passé ce jour-là, comment une petite fille avec un sac à dos et un morceau de papier avait brisé sa routine et ouvert une partie de lui qu'il croyait longtemps enfouie. Mais alors qu'il était assis dans cette chambre d'hôpital silencieuse, veillant sur une femme qu'il ne connaissait pas et une enfant qui lui avait confié tout, il savait que ce n'était pas un détour. C'était le début de quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Le matin suivant, Henri arriva à l'hôpital juste après le lever du soleil. Il avait à peine dormi la nuit précédente, son esprit accaparé par les pensées de Sarah et d'Emma. L'image de la petite fille assise près du lit d'hôpital de sa mère était restée avec lui comme un poids sur sa poitrine. Ce n'était pas la pitié qui le hantait. C'était la responsabilité, un genre qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pas celui lié aux entreprises, aux actionnaires et aux délais, mais un genre humain. Celui qui vous donne envie de venir avant même que quelqu'un ne demande. Lorsqu'il entra dans la clinique, les infirmières à l'accueil le saluèrent avec un mélange de surprise et de respect. Il avait déjà organisé le transfert de Sarah pour ce jour-là, vers un des hôpitaux privés qu'il finançait à travers la fondation de son entreprise. Les spécialistes avaient examiné son dossier pendant la nuit, et un plan de traitement avait été établi avec des mesures agressives mais pleines d'espoir. Tout avançait rapidement, mais Henri n'était pas intéressé à attendre que la bureaucratie prenne le dessus. Il avait vu trop de décisions prises lentement pour le bien du processus. Celle-ci était personnelle. Celle-ci se ferait à son rythme. Il marchait dans le couloir maintenant familier vers la chambre 12, portant un sac en papier rempli de petits déjeuners, de fruits, d'un muffin et d'une petite tasse de cacao. Emma était déjà réveillée, recroquevillée dans la chaise à côté de sa mère, les genoux tirés contre sa poitrine. Elle leva les yeux lorsqu'il entra et lui offrit un sourire endormi, qui malgré tout, avait encore le pouvoir silencieux de l'adoucir. Il lui tendit le sac, et elle le prit avec un petit signe de tête de remerciement. Sarah dormait toujours, sa respiration régulière mais superficielle. Les machines autour d'elle suivaient silencieusement chaque mouvement. Henri s'assit près du lit et mit Emma au courant du plan. Il expliqua qu'ils allaient transférer sa mère dans un meilleur hôpital où elle pourrait recevoir un traitement plus fort. Emma ne posa pas de questions. Elle écouta simplement, tenant la tasse chaude de cacao entre ses mains comme si c'était quelque chose de sacré.
Elle se réveillera là-bas, demanda-t-elle après un moment. Henri ne fit pas de promesses vides. Elle a maintenant plus de chance, dit-il. Et nous serons là tous les jours. Le transfert se déroula tranquillement juste avant midi. Une ambulance privée arriva, et Henri insista pour monter avec eux. Emma s'assit à côté de lui, tenant fermement la main de sa mère, ne la lâchant pas une seule fois pendant le trajet. Henri passa quelques appels supplémentaires pendant qu'ils étaient à l'arrière du véhicule, organisant une chambre temporaire pour Emma près de l'aile pédiatrique du nouvel hôpital et s'assurant que Sarah recevrait les meilleurs soins disponibles. À leur arrivée, une équipe médicale les attendait. La chambre dans laquelle Sarah fut placée était lumineuse et spacieuse, avec de grandes fenêtres laissant entrer une lumière chaleureuse. Emma déballa immédiatement son petit sac à dos et posa un dessin sur la table de chevet, une image d'elle, de sa mère, et maintenant, de quelqu'un de nouveau. Henri. Son nom était écrit sous la figure portant un costume dessiné avec des épaules carrées et un visage souriant. Ce soir-là, après que les infirmières eurent vérifié les signes vitaux et que les machines furent calibrées, Henri s'assit dans le salon familial avec Emma. Elle avait changé de pull, impropre. L'une des infirmières avait trouvé ses cheveux fraîchement brossés et attachés. Elle semblait plus jeune à nouveau, moins sur ses gardes, comme si le poids de la survie s'était relâché juste assez pour laisser respirer l'enfance. « Penses-tu qu'elle sourira à nouveau » demanda Emma, sa voix douce. Henri la regarda sérieusement. « Je le pense, » dit-il. « Et je pense que la première fois qu'elle sourira, ce sera à cause de toi. » Emma ne répondit rien, mais elle s'inclina légèrement contre lui, posant sa tête contre son bras. Il resta immobile, la laissant rester là aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Rien de tout cela ne lui semblait plus étrange. Il ne se demandait plus pourquoi il était là, pourquoi cela comptait autant. Quelque part entre ce moment dans son bureau et maintenant, il avait cessé de voir cela comme un acte temporaire de charité. Il était investi, non seulement pour sauver la vie de Sarah, mais pour rendre à Emma un morceau de son enfance, un morceau qui avait été pris trop tôt. Lorsque la nuit tomba et qu'Emma s'installa dans sa chambre temporaire pour la nuit, Henri resta dans le couloir juste devant la porte de Sarah. Il n'avait pas d'ordinateur portable ouvert. Pas de dossier, pas d'appel, pas de tableur, juste lui et le bruit des moniteurs qui bourdonnaient en arrière-plan. Il regarda à travers la vitre, observant la montée et la descente de la poitrine de Sarah, et murmura plus pour lui-même que pour qui que ce soit d'autre, « Nous n'avons pas fini. Nous venons juste de commencer. » Le 5e jour marqua un changement silencieux mais indéniable dans l'atmosphère entourant Henri, Emma et Sarah. Tout était encore fragile, incertain, et rempli d'attentes, mais il y avait maintenant un sens du mouvement, comme si quelque chose de dormant avait été doucement réveillé. Henri arriva tôt à l'hôpital privé. Bien avant que le personnel ne commence ses rotations quotidiennes, il salua les infirmières par leur nom, vérifia les derniers rapports médicaux, et se dirigea vers l'aile de rétablissement où Sarah était surveillée en continu. Emma était déjà là, recroquevillée près du lit de sa mère, fredonnant doucement un air qui ressemblait à une berceuse. Ses yeux étaient encore endormis, mais lorsqu'elle vit Henri, elle se redressa et lui sourit. L'état de Sarah ne s'était pas détérioré pendant la nuit, ce qui était plus qu'on ne pouvait espérer ces derniers jours. Les médecins ont signalé des améliorations légères mais encourageantes. Ses niveaux d'oxygène étaient stables, sa pression artérielle plus régulière, et il y avait des signes que son corps commençait à réagir au traitement. Ce n'était pas encore une guérison, mais c'était de l'espoir. Emma ne posa pas trop de questions. Elle écoutait attentivement chaque mise à jour et répétait les mots doucement sous sa respiration, comme si elle les mémorisait. Henri passa la majeure partie de la matinée à aller et venir entre des réunions avec des spécialistes. Il fit appel à un nutritionniste pour évaluer les besoins de Sarah dès qu'elle pourrait à nouveau manger. Il parla à un neurologue des complications potentielles et demanda que chaque département en charge de ses soins lui envoie des mises à jour quotidiennes. Peu importe combien d'appels ou d'approbations cela nécessitait, il gérait chaque tâche lui-même. Il n'avait jamais microgéré quoi que ce soit dans son entreprise. Mais c'était différent. Ce n'était pas un projet. C'était une personne, une mère, le monde entier d'une fille. Plus tard dans la journée, Henri emmena Emma dans le jardin de l'hôpital pour prendre l'air. Les infirmières lui avaient trouvé une petite veste, et elle s'élança devant lui, s'arrêtant pour inspecter chaque fleur comme si elle pouvait y trouver une réponse. Henri suivait silencieusement, la laissant guider. Lorsqu'ils arrivèrent au banc situé près d'une petite fontaine, elle s'assit à côté de lui et sortit un morceau de papier plié de son sac à dos. C'était un dessin qu'elle avait fait la nuit précédente. 3 figures y étaient dessinées, l'une avec de longs cheveux, l'une petite avec un grand sourire,
et l'autre grande dans un costume bleu. Elle lui tendit le dessin sans un mot, et il le regarda longuement avant de parler. « C'est moi ?» demanda-t-il doucement. Emma hocha la tête. « Tu fais partie de nous maintenant ?» dit-elle. « Même si tu n'as pas à l'être. » Henri plia soigneusement le dessin et le mit dans la poche de son manteau. « Je veux l'être, dit-il. Pas juste aujourd'hui. Toujours. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais sa main se glissa dans la sienne, et cela suffisait. Ce soir-là, Henri resta aux côtés de Sarah tandis qu'Emma s'endormait dans le salon à proximité. Il surveillait attentivement Sarah, remarquant les petits mouvements, un cil qui papillonnait, les doigts qui se déplaçaient contre la couverture. Il se souvint de ce qu'Emma avait dit plus tôt, comme quoi sa maman lui chantait des chansons quand elle ne pouvait pas dormir. Alors, il commença à parler doucement, sans chanter, juste à raconter des histoires de son propre enfance. Des histoires qu'il n'avait pas partagées depuis des décennies. Des histoires sur une mère qui travaillait à 2 emplois, sur le fait de s'endormir par terre dans son bureau, sur le rêve qu'un jour il aurait assez d'argent pour améliorer les choses. Mais quand il regarda Sarah maintenant et pensa à Emma, il comprit que ce n'était pas l'argent qui les avait sauvés. C'était l'amour, la présence, et ce genre de courage qu'un enfant ne devrait pas avoir à porter, mais parfois le portait. Lorsque les moniteurs se sont éteints pour la nuit et que la pièce est redevenue silencieuse, Henri resta dans son fauteuil, immobile, veillant sur elle. Il y avait quelque chose dans la manière dont sa respiration se faisait entendre ce soir-là qui lui donna la plus petite impression qu'elle savait qu'il était là. Que quelque part entre le sommeil et la conscience, Sarah comprenait qu'elle et Emma n'étaient plus seules. Ils ne savaient pas ce que le lendemain leur réserverait, mais ils savaient une chose. Peu importe ce qui arriverait, ils ne partiraient pas. Il était désormais totalement impliqué. Et cela changeait tout. Le 6e jour commença avec une tranquillité qui ne ressemblait pas à du silence. Cela ressemblait à de l'anticipation. Henri arriva à l'hôpital juste après le lever du soleil, portant 2 tasses de cacao et un petit sac en papier rempli de pâtisseries chaudes. Il s'était arrêté à la même boulangerie du coin qu'il passait tous les jours depuis des années, mais n'était jamais entré avant cette semaine. Maintenant, il connaissait la femme derrière le comptoir par son prénom. Il savait quelle pâtisserie Emma préférait. Ce sont les sortes de détails qu'il avait autrefois jugés insignifiants. Maintenant, il comptait plus que tout. En entrant dans le salon pédiatrique de l'hôpital, il trouva Emma assise en tailleur sur le canapé, un livre d'images sur les genoux, mais ses yeux ne lisaient pas. Ils étaient fixés sur la fenêtre, observant la lumière changer. Elle se tourna lorsqu'elle le vit et lui sourit, un sourire fatigué mais sincère qui fit se serrer sa poitrine. Il lui tendit le cacao et s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Pendant quelques instants, ils restèrent simplement là, dans la chaleur du matin, sirotant tranquillement, côte à côte comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Aujourd'hui était différent. Les médecins l'avaient préparé à la possibilité que Sarah se réveille. Ses signes vitaux continuaient de se stabiliser, et le neurologue rapporta une activité cérébrale prometteuse. Il n'y avait aucune garantie, mais l'espoir n'était plus seulement un mot fragile murmuré en passant. Il se tenait maintenant plus droit, plus réel. Henri avait prévu de travailler depuis l'hôpital ce jour-là. Son équipe s'était adaptée. Les réunions étaient repoussées, les appels redirigés, et il avait emporté son ordinateur portable au cas où. Mais la vérité, c'est qu'il n'était pas intéressé par les tableurs. À chaque fois que son attention se détournait, ses yeux revenaient dans le couloir qui menait à la chambre de Sarah. Vers midi, Emma et Henri allèrent lui rendre visite. Les infirmières avaient ajouté des fleurs fraîches près de la fenêtre et réarrangé les machines pour rendre l'espace moins clinique, plus paisible. Emma s'avança vers le lit et prit la main de sa mère, comme elle le faisait toujours. Mais aujourd'hui, quelque chose changea. Les doigts de Sarah bougèrent légèrement en réponse. Puis ses paupières papillonnèrent. Henri resta immobile, le souffle suspendu, tout son corps concentré sur ce qui pourrait se passer ensuite. Lentement, douloureusement, Sarah ouvrit les yeux. D'abord, son regard était flou, ses lèvres sèches et immobiles, mais ensuite elle cligna des yeux et tourna légèrement la tête. Ses yeux se posèrent sur Emma, qui pleurait doucement, ses doigts serrant la main de sa mère. « Maman » murmura-t-elle, à peine audible. « C'est moi. Je suis là. » Sarah cligna à nouveau des yeux et, dans la voix la plus faible imaginable, murmura en retour, « Emma ». Le son de son nom sembla remplir la pièce comme de la lumière. Henri n'avait jamais entendu quelque chose de plus fragile ni de plus puissant. L'infirmière entra en courant, suivie d'un médecin, et pendant quelques minutes,
la pièce se remplit de mouvements et de bavardages cliniques. Mais Henri ne remarqua presque rien. Il se tenait en bordure de tout cela, le cœur battant, les yeux jamais loin de Sarah. Lorsque les vérifications médicales furent terminées et que les moniteurs se calmèrent, Sarah regarda Henri pour la première fois. Ses yeux, bien que voilés par l'épuisement, portaient de la reconnaissance, non pas venant de la mémoire, mais de la présence. Elle l'avait ressenti là. Elle savait sans demander qu'il était resté, que sa fille n'avait pas été seule. Elle tenta de parler à nouveau, mais sa gorge se bloqua. Henri s'approcha doucement, prenant sa main libre. « Ne te précipite pas, dit-il. Nous ne partons pas. » Emma monta sur le côté du lit, posa sa tête près de l'épaule de sa mère, prenant soin de ne pas déranger les fils. Sarah tendit la main vers elle, ses doigts effleurant doucement ses cheveux. Ce soir-là, après que l'excitation de la journée se soit calmée, Henri resta avec Emma dehors, dans le jardin de l'hôpital. L'air était frais, le ciel se teintait de nuances de rose et d'or. Emma se pencha contre lui, enveloppée dans la veste qu'il lui avait achetée plus tôt cette semaine. Elle a dit, « Mon nom » murmura-t-elle. « Cela veut dire qu'elle est toujours à moi. » Henri la regarda et hocha la tête. « Elle n'est jamais partie, dit-il. » Elle était juste en train de retrouver son chemin, Emma inclina la tête pour le regarder. « Tu l'as aidée, dit-elle. Tu nous as aidés. » Henri ne répondit pas immédiatement. Il regarda le ciel qui s'estompe, réalisant que cette petite fille l'avait changé plus en 6 jours que tout le reste dans sa vie. Elle n'avait pas demandé de richesse ni de promesses. Elle avait demandé du temps, de la présence, quelqu'un pour se soucier quand le monde ne l'a pas fait. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître, Henri fit un vœu silencieux. Peu importe ce qui allait se passer ensuite, il ne s'éloignerait pas. Pas maintenant. Pas jamais. Ce n'était pas juste quelque chose qu'il faisait pendant quelques jours par gentillesse. C'était sa vie maintenant. Et pour la première fois, il était exactement là où il devait être. Le 7e jour, tout semblait plus léger. Pas parce que la lutte était terminée, mais parce qu'il y avait un début visible de quelque chose de nouveau. Sarah avait de nouveau parlé ce matin-là, un peu plus forte que la veille. Sa voix était faible et rauque, mais elle portait de l'émotion et de la reconnaissance. Elle avait demandé de l'eau, puis Emma, et ensuite, doucement, elle avait demandé qui était l'homme à côté de son lit. Emma avait souri et dit simplement, « C'est Henri. Il nous aide. » Le regard de Sarah s'était tourné vers lui, et bien que son visage fût fatigué, ses yeux étaient clairs. Henri s'était présenté à nouveau, cette fois plus doucement, non pas comme un homme d'affaires, mais simplement comme quelqu'un qui avait essayé de faire ce qu'il fallait. Les médecins étaient prudemment optimistes. Les progrès de Sarah étaient réguliers, et son corps répondait bien au nouveau plan de traitement. Il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais le danger de ne pas se réveiller était désormais derrière elle. Emma quittait à peine le côté de sa mère, ne s'éloignant que lorsqu'Henri la poussait à sortir pour manger ou se reposer. Elle semblait faire confiance au fait que sa place dans cette pièce était de nouveau en sécurité, que personne ne l'en emporterait. Henri, lui aussi, était devenu un membre incontournable de cet étage de l'hôpital. Il n'était plus traité comme un visiteur, mais comme faisant partie de la famille. Cet après-midi-là, une travailleuse sociale nommée Mara arriva pour un suivi. Elle avait rencontré Henri brièvement lorsqu'il avait organisé le transfert de Sarah, mais était revenue maintenant pour discuter des prochaines étapes. Ils se rencontrèrent dans la petite salle familiale en face de l'unité de Sarah, tandis qu'Emma était assise dans un fauteuil de bain de mousse, dessinant un portrait de sa mère avec des fleurs dans les cheveux. Mara examina les documents et les mises à jour que l'équipe juridique de Henri avait déjà soumis. Elle sembla impressionnée, mais resta minutieuse. « Vous avez fait plus que ce que l'on attendait », dit-elle, feuilletant le dossier. « La plupart des gens dans votre position font une donation et s'en vont. Mais vous êtes resté. Vous avez pris vos responsabilités. » Henri se pencha légèrement en avant. « Parce que ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est de la famille, même si cela ne ressemble pas à ce que les gens s'attendent à voir. » Mara demanda s'il avait envisagé de devenir le tuteur légal d'Emma si la situation l'exigeait. Henri hésita, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que ce n'était pas une décision stratégique. Cela s'était fait sans formalité, tranquillement, jour après jour, dans la manière dont il s'était assis à côté d'elle dans les salles d'attente, porté ses dessins dans sa poche, et appris comment elle aimait son pain grillé. « Oui, dit-il enfin. Si cela arrive, je veux être là pour elle. » Plus tard, Henri et Emma retournèrent dans la chambre de Sarah, et Sarah était de nouveau éveillée,
ses mains bougeant lentement sur la couverture à la recherche de sa fille. Emma monta à ses côtés et lui montra le dessin. « Tu as des fleurs maintenant, dit-elle. Parce que tu vas mieux. » Sarah sourit faiblement, ses yeux brillants de gratitude. Puis elle tourna la tête vers Henri. « Je sais que je n'ai pas demandé d'aide, dit-elle doucement. Mais merci de l'avoir donné quand même. » Henri s'assit près du lit et la regarda. Pas comme un homme de pouvoir, pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui avait autant besoin de cette connexion qu'elle. « Ta fille est entrée dans ma vie et m'a rappelé ce qui compte, dit-il. Je devrais te remercier. » Ce soir-là, ils partagèrent tous les trois un repas tranquille ensemble. La nourriture de l'hôpital chauffée au micro-ondes dans le salon et mangée sur des plateaux en papier. Mais pour Emma, cela ressemblait à un festin. Elle raconta des blagues et fit rire sa mère, et Henri écouta comme si chaque mot était un cadeau. L'infirmière de service les observa avec un sourire, remarquant plus tard qu'il avait longtemps été depuis qu'elle avait vu autant de vie dans cette pièce. Quand il fut temps pour Emma de dormir, Henri la coucha dans le petit lit rabattable à côté de Sarah. Tandis qu'il s'assit près d'elle, Emma leva les yeux vers lui avec des yeux endormis. « Penses-tu que tout restera comme ça ?» demanda-t-elle. Henri ne mentit pas, « Ce ne sera pas toujours facile, » dit-il. « Mais je serai là. Nous allons y arriver ensemble. » Elle tendit la main vers lui et murmura, « Je suis contente d'être venue dans ton bureau. » Henri serra doucement sa main. « Moi aussi, » dit-il. « Tu as tout changé. » Et alors que l'hôpital s'apaisait pour la nuit, Henri resta à leur côté. Plus un visiteur, plus un homme vivant derrière du verre et de la richesse, mais quelqu'un profondément ancré dans une nouvelle vie, une vie construite non pas sur des titres ou des transactions, mais sur la confiance, l'amour et le courage inattendu d'une petite fille avec un sac à dos et un espoir trop grand pour être portée seule. Le 8e jour ressemblait au début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait osé croire au départ. L'hôpital, autrefois froid et stérile dans l'esprit d'Henri, détenait maintenant de la chaleur dans les moments de silence. C'était dans la façon dont Emma courait dans le couloir avec son dessin coincé sous son bras, dans la façon dont la voix de Sarah devenait un peu plus forte à chaque heure qui passait, et dans la façon dont Henri ne vérifiait plus son téléphone toutes les 10 minutes, mais attendait plutôt les histoires d'Emma comme si elles étaient les réunions les plus importantes auxquelles il pouvait assister. Ce matin-là, Sarah s'assit seule dans son lit d'hôpital pour la première fois. Ses joues avaient une légère teinte de couleur, et ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis plus d'une semaine. Emma semblait pratiquement rayonnante en nourrissant sa mère de cuillerées de gruau chaud et en lui racontant tout ce qui s'était passé pendant son sommeil. Elle parla du jardin, du cacao, et de la façon dont Henri l'avait aidé à acheter de nouveaux marqueurs. Elle raconta même l'histoire de la façon dont elle était entrée dans son bureau, combien elle avait eu peur, et combien elle était certaine qu'il l'écouterait. Sarah écouta, des larmes glissant sur ses joues, non pas à cause de la douleur ou de la peur, mais de la prise de conscience accablante qu'elle n'avait finalement pas tout perdu. Henri sortit pour leur laisser un moment seul, et se retrouva à traîner dans le couloir, fixant un tableau encadré sur le mur qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. C'était une aquarelle d'un arbre, fort et plein, mais ses racines s'étendaient de manière inégale dessous, touchant des pierres, des fissures et des choses enfouies. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit la métaphore sans avoir besoin de se forcer. Les choses n'ont pas besoin de pousser parfaitement pour être vivantes. Elles ont juste besoin d'espace, de lumière et de temps. Plus tard dans la journée, il rencontra le médecin principal de Sarah et l'assistante sociale. Ils lui expliquèrent que Sarah serait probablement transférée dans une suite de rétablissement dans quelques jours et pourrait commencer la rééducation dès la semaine suivante. Il y avait de l'espoir maintenant, non seulement pour sa survie, mais pour sa guérison. Sarah pourrait à nouveau marcher et reprendre son travail en temps voulu, mais surtout, elle pourrait vivre. Après les réunions, Henri retourna dans la chambre pour trouver Emma en train de dessiner un nouveau tableau. Cette fois, il s'agissait d'une maison, d'un soleil éclatant, et de 3 figures debout dehors, une femme, un homme en costume, et une fille avec une queue de cheval tenant leurs mains. Il s'assit à côté d'elle et demanda, « C'est tout, ça ?» Elle sourit et dit, « Notre maison. Quand nous serons tous ensemble. » Il avala la tension dans sa gorge et lui dit doucement, « Alors, faisons une réalité. » En début de soirée, il avait déjà pris des mesures pour préparer un appartement pour eux dans l'un de ces immeubles près des jardins botaniques de la ville. C'était temporaire jusqu'à ce que Sarah soit assez forte pour décider ce qui viendrait ensuite, mais c'était chaleureux et spacieux, avec suffisamment de place pour les dessins et les livres d'Emma, et même un petit bureau qu'Henri avait commandé pour elle après l'avoir vu griffonner sur des plateaux d'hôpital. Ce soir-là, avant de partir, Sarah tendit la main vers lui.
Sa voix était calme mais stable. Tu as changé nos vies, dit-elle. Il la regarda, humble et profondément ému. Tu as changé la mienne d'abord, répondit-il. Emma est entrée dans mon bureau et m'a rappelé ce que j'avais oublié d'être. Lorsqu'il embrassa Emma pour lui souhaiter bonne nuit et se tourna pour partir, elle courut après lui et l'étreignit fermement autour de la taille. Tu reviendras demain, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Il s'agenouilla, la serra contre lui et murmura, je ne vais nulle part. Lorsqu'il sortit dans l'air frais de la nuit, les lumières de la ville clignotant à travers la ligne d'horizon, Henri comprit quelque chose de profond. L'homme qui avait jadis construit son monde sur des accords et des délais, avait maintenant quelque chose de bien plus précieux. Une petite fille était entrée dans sa vie et en avait changé la trajectoire avec 5 mots. J'ai besoin d'un travail, s'il vous plaît. Et en répondant à sa requête, il avait trouvé le seul poste qui ait jamais véritablement compté. Être quelqu'un qui reste. Être quelqu'un qui choisit l'amour plutôt que le confort, les gens plutôt que le pouvoir, et le but plutôt que la fierté, il était enfin chez lui. La fin de cette histoire résonne profondément parce qu'elle ne repose pas sur des gestes grandioses ou des miracles dramatiques. Elle est silencieuse, personnelle, et gagnée à travers de petits moments humains. Ce qui rend cela si puissant, c'est la transformation qui s'opère non seulement en Henri, mais aussi dans la manière dont nous, en tant que lecteurs, venons à comprendre ce qui compte vraiment. Un homme qui mesurait autrefois le succès en chiffres et en contrôle découvre que le véritable sens vient du fait d'être présent, de rester, et de choisir les gens plutôt que le pouvoir. Le courage d'Emma n'est pas sensationnalisé. Il est honnête, motivé par l'amour et la nécessité. Et la force de Sarah, même dans son silence, maintient tout ensemble. La beauté de cette fin réside dans le fait qu'elle ne prétend pas que tout sera parfait, mais elle promet que personne ne fera face à ce qui vient seul. Ce message selon lequel l'amour est une action, une décision, un engagement, est intemporel. Pour moi, ce n'est pas seulement une histoire sur le fait de sauver quelqu'un d'autre. C'est une histoire sur le fait d'être sauvé par l'acte même de prendre soin. Et dans un monde souvent dominé par la distance et la distraction, ce rappel est à la fois choquant et profondément silencieux.